Et avec cette motivation présente à l'esprit, on va faire la récitation, on va prendre refuge pour que ces enseignements soient des enseignements bouddhistes. Sangye chetan soki chenam la janchu bardu dani kyapsuchi dagi chenyangi pe sonam ki dola penche sangye rupa shom. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc on va, si on commence par les définitions, vous promettez de ne pas vous endormir? On va en faire une partie, on fera du débat et on fera la dernière partie. Alors les définitions, le papier qui dit chapitre 1, les formes et les couleurs. On va faire un petit peu de théorie. Vous me faites signe quand vous n'êtes plus là. Donc on avait vu jusqu'à où? Contour. Donc d'accord, si je vous demande quelle est la relation entre la forme et la forme visuelle? Combien? Non, il n'y a rien dit. Il n'y a rien dit. Combien de possibilités entre la forme et la forme visuelle? Vous êtes sûr? Lequel est impliqué dans lequel? Oh, c'est trop facile. De poser un exemple de ce qui est une forme et qui n'est pas une forme visuelle. Le son, l'odeur, sensation tactile, gustative. Oui? D'accord. Après, quelle est la relation entre forme visuelle et contour? Chut. Combien? Forme visuelle et contour. Donc c'est 4 ou c'est 3? À voir. Si c'était 4, donne-nous un exemple d'un contour qui n'est pas une forme visuelle. C'est pas, on n'est pas obligé de le voir nous-mêmes, c'est vu par quelqu'un, c'est perçu par quelqu'un, c'est plus général. Une forme visuelle, parce que c'est une division de la forme, c'est une façon de le dire. Ouais, ouais. Si c'est ce qu'on veut dire ici par implication, quelle est l'implication d'ailleurs? Lequel est impliqué dans lequel? Une forme visuelle. Exactement. Ce qui veut dire que si c'est un contour, c'est nécessairement, forcément, ou c'est une forme visuelle. Là, on parle de forme visuelle, vous vous rappelez, parce qu'on a forme et forme visuelle. Donc, c'est important de marquer la différence en parlant des formes visuelles. Et c'est plus clair aussi quand on dit forme visuelle, on sait que ça s'adresse à la conscience visuelle. D'accord? Quelle est la relation entre couleur et contour? Ouh. Il n'y a pas de relation. Mais si, il y a une relation. Il y a 4 manières de... Hein? Contradictoire. Ouais, on est d'accord? Contradictoire? Et pourquoi? Il n'y a rien qui soit... le thermos. Le thermos, c'est une forme? C'est pas une couleur? Il est rouge. Vous êtes bien programmé, ça c'est bon. Au moins on a tous compris ça, le thermos n'est pas une couleur, ça c'est bien. Oui, tout à fait. On pourrait le définir comme une forme, on pourrait dire que c'est un contour. Parce que c'est plutôt visuel quand même, l'aspect visuel du thermos. En général, la plupart des objets, si on pense à toutes les consciences sensorielles, la conscience principale qui travaille, c'est la conscience visuelle. En général, la première approche qu'on a de la plupart des objets, c'est visuel, non?
Exactement. Moi, j'ai vécu avec un aveugle, on voit la différence, de fait. Il y a beaucoup plus d'informations qui sortent, hein, c'est impressionnant. Les odeurs, le son, tout. Et à la présence de la personne, il pouvait définir le caractère de la personne plus ou moins, alors qu'on a sans avoir le visuel. Nous, avec le visuel, on a tout faux. Quelqu'un qui a la tête d'un SDF, on va immédiatement avoir du rejet. L'aveugle, il a pas ce rejet-là parce qu'il voit pas l'apparence visuelle du SDF, par exemple, non? Un truc comme ça. Mais en général, pour les personnes qui ont les cinq sens, en général, c'est le sens visuel qui est le principal, qui prédomine. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'on va accepter que tous les objets, on va les rentrer dans la catégorie visuelle. Comme on a vu, le miel, la prédominance de l'expérience du miel, c'est une sensation, gustative. Donc, on va le classer. C'est dans cette logique-là qu'on va classer les éléments. D'accord. Donc, on est d'accord. Contour et couleur. Tactile, il y a le contact. Mais dans ce cas-là, ce qu'on peut dire, une façon de faire, c'est, bon, le thermos, on va accepter que c'est un contour. On va le mettre dans la catégorie contour. Le thermos a une couleur. Il a une odeur, suivant ce qu'il y a dedans. Il a un toucher, un aspect tactile. Il est froid pour l'instant. Et il y a un aspect gustatif. Je le goûte, il goûte à rien, mais bon. Mais souvent, la plupart des objets, ils ont ces différentes caractéristiques. Donc, on va dire, il y a la couleur, il y a le goût, il y a la saveur, il y a le côté tactile de cet objet. Mais on est d'accord qu'on met cet objet dans la catégorie contour. Contour, ça nous aide pour nos débats. Et en général, on va passer plus loin on va transcender les formes. Donc, on va pas rester en détail sur tout ce qui est objet physique. Couleur, contour, on en était bon, on a vu que la plupart des divisions sont pas exhaustives, donc on peut mettre etc. pour la plupart des divisions. Maintenant, on va continuer avec la source du son, la source sonore. Définition d'un son, on va l'appeler son parce que c'est plus court, mais techniquement c'est une source sonore. Un objet entendu par une conscience auditive. Voilà, c'est la même chose, c'est comme le reste, c'est logique, juste de la logique. On peut appeler ça aussi un objet d'écoute, si on veut raccourcir un peu là. Mais vous voyez que dans toutes nos définitions des sources, c'est un objet d'une conscience spécifique, non? Un objet n'existe pas sans une conscience. D'accord. Dans notre monde bouddhiste, un objet n'existe pas sans une conscience qu'il connaisse. Donc tous les objets existent en relation à une conscience qui est son sujet. Sujet-objet, la relation. On verra ça l'année prochaine. Et dans 2 ans aussi. Et dans 3 ans aussi, d'ailleurs. Éventuellement. Vous l'acceptez très bien. C'est parfait. Le son. Donc, c'est un objet d'écoute, un objet entendu par une conscience auditive. Il est divisé en 2. Le son causé par des éléments conjoints ou non à la conscience. Ça veut dire que c'est un son qui est produit par un être qui a une conscience ou pas. En gros. Après ces divisions-là, le son, ils plongent plus dedans parce ils ont des débats contre les Vedanta qui disent que le son est permanent. Donc, les Indiens, ils s'amusaient énormément dans le Pramana à contredire le son permanent des Vedantas. C'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de détails sur le son ici en termes de division, mais c'est aussi logique. De toute façon. Donc, on peut diviser le son de cette façon-là, ce qui est causé par des éléments conjoints à la conscience. Ce que ça veut dire, ils sont causés par donc des éléments d'une personne. Donc la langue, les cordes vocales, le palais, le souffle ascendant, non? Tout ce qui permet de produire un son et qui vient de la personne. Donc c'est pas un son qui est produit par le téléphone par exemple ou par des haut-parleurs. Le son qu'on entend d'une voix des haut-parleurs, ce n'est pas un son causé par des éléphants conjoints à la conscience du tout. Il n'y a pas de problème avec les éléphants ici. En gros, c'est ça. Voilà. Et conjoint à la conscience, c'est donc produit par les phénomènes internes à un être, à une personne. Et les autres, ceux qui ne sont pas conjoints à la conscience, c'est par exemple le son émis par le haut-parleur, par le téléphone, etc., qui dépend d'autres facteurs. On va dire, bien sûr, il y a par exemple une voix dans le téléphone, il y a quand même une partie de l'émission du son qui vient de la personne. Mais dans notre résultat, ce qu'on entend, la base, c'est ce qui sort de haut-parleur, par exemple. Donc, on va décider qu'il est dans cette catégorie-là. On pourra en débattre si on voulait. Et ensuite, dans chaque catégorie, donc, il va être divisé en 2, articulé et inarticulé. Articulé, ça veut dire, on appelle ça un son expressif. Un son qui exprime une donnée, qui exprime une information. Et le son expressif, on va le voir plus tard dans différents sujets, on parle du son expressif aussi.
Donc, et souvent quand on parle de son, c'est un son qui exprime quelque chose, non? Qui a un sens pour les autres quand il est entendu. D'accord? Donc, en plus, après, on peut continuer à le diviser dans ces sons conjoints à la conscience qui sont articulés. Il peut être agréable ou désagréable. On voit des paroles agréables, par exemple, qui enseignent le dharma, et des paroles désagréables, par exemple, le son des insultes, d'une insulte. D'accord? C'est pas compliqué, c'est juste une division de base, non? À comprendre en tant que tel, c'est pas, et on va pas rester beaucoup sur ce sujet-là, de toute façon. Ensuite, il y a le son conjoint à la conscience, donc produit par une personne et qui est inarticulé. Par exemple, le bruit de claquement de doigts, c'est produit par le facteur de la personne et c'est inarticulé dans le sens où ça n'apporte pas, c'est pas un son expressif. Même on pourrait le questionner, on peut dire ça a un sens. Souvent, quand il y a un claquet de doigts, il y a un but, mais c'est pas, le son amène pas une expression claire de quelque chose. D'accord? Inarticulé. Agréable, claquement de doigts, ça peut être désagréable aussi, suivant comment on le prend. Ou désagréable, le bruit d'un point lors d'un impact. C'est ce qui est donné dans les textes comme exemple. Voilà, c'est comme ça. Le bruit, on peut dire le bruit de l'alarme, d'une alarme. Un fémur qui se brise en deux. Oh là là. Oh là là. Allez. Un fémur qui se casse en deux. Après, je passe relativement vite parce que il y a rien de fascinant là-dessus. Le son causé par des éléments non conjoints à la conscience, c'est la deuxième catégorie de son. Par exemple, le son émis par le téléphone, la télévision, etc. Il peut être articulé, donc qui est produire avoir une expression, exprimer quelque chose, un sens, ou inarticulé. Et après, les exemples, c'est des exemples qui sortent des textes traditionnels. Donc voilà, c'est exemple d'un son qui est non causé par une conscience, qui est articulé et agréable. L'exemple, les paroles du Dharma enseignées par les arbres bruissés par le pouvoir d'un Bouddha. Là, il y a des sutras comme ça, et c'est souvent des exemples qui sont donnés, les sutras du Bouddha, où le Bouddha n'avait pas besoin de parler, il stimulait l'air qui faisait bouger les branches, et les branches parlaient du Dharma. Mais ça, c'était dans, je sais plus quel règne, c'est pas forcément dans le règne humain, le nôtre. Donc, c'est des exemples des écritures, donc voilà. Il dit, c'était dans les terres pures ah non, il y a un exemple qui est un sutra qui était donné par le son de la rivière à Sukhavati. Voilà, par exemple. Désagréable, les paroles de réprimande véhiculées par des arbres bruissés par le pouvoir du Bouddha. Donc, c'est la même idée. Donc, ils sont dus au pouvoir du Bouddha, mais le pouvoir du Bouddha n'est pas une cause directe non plus. Donc, ils sont pas conjoints à la conscience dans ce sens-là. Inarticulé, donc un son qui n'est pas créé par une personne et qui est inarticulé, par exemple le son du gong, facile la musique. Et encore, on pourrait, débattre. Bon, le son du gong. Et ou désagréable, le bruit des pierres qui s'écrasent, par exemple, un tremblement de terre ou des choses comme ça. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait discuter ces divisions et autres, mais c'est pas indispensable. Si vous, à un moment donné, vous voulez vous amuser, vous avez rien à faire dans vos débats, Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme un son qui est articulé? Le téléphone, la voix du téléphone, la voix au loudspeaker, comment on appelle ça. C'est pas lié à la conscience, parce que la cause principale c'est un élément externe à la conscience, mais c'est quand même un son qui exprime quelque chose. Quand on dit quelque chose qui a du sens au téléphone, ça peut être questionnable aussi, relativement, suivant de quoi on parle. Le chant, exactement, qu'on écoute sur un CD, oui. Qu'on écoutait dans le temps sur un CD. Non, mais il sort de ma conscience, de mon être à moi, ouais. Parce que le son, il est, ce que ça veut dire, ce terme-là, ça veut dire que le son, il est produit par ma voix, donc par mes cordes vocales, le vent qui monte. Oui. Oui, non, c'est d'où est produit le son. Toi, tu reçois le son, tu l'écoutes, mais d'où il est produit, ce son? Il sort d'où?
de la personne. Oui. Le son sort du téléphone. Si tu enlèves le téléphone, tu n'as plus le son. Donc la cause directe, la cause immédiate, on pourrait l'appeler ici la cause immédiate et le téléphone. Oui, je peux continuer à parler et puis c'est foutu, hein. Hein? Tu reçois plus le son. Et le son, qu'est-ce que c'est? Le son, c'est écouté par une conscience auditive. Donc il y aura peut-être un son dans le téléphone, mais toi tu vas pas l'entendre. Donc par rapport à toi, mais c'est vrai qu'on pourrait débattre de toute façon, c'est tout à fait relatif ces définitions. Et voilà, à part son expressif, qu'on va le retrouver à l'occasion, mais le reste c'est pas vraiment important. Mais tu as raison, on pourrait questionner tout ce qui est dit, etc. C'est tout à fait possible. C'est pas une science pure. Donc c'est juste une notion des sons. Est-ce qu'il y a d'autres façons de diviser les sons? Non, je pense que c'est tout. D'accord. Après, on avance. Vous êtes encore là? Oui. Les odeurs. Un objet qui est expérimenté par une conscience olfactive ou un objet qui est senti. Simple, pas compliqué. Les odeurs, rien de particulier non plus. Odeur qui peut être naturelle ou artificielle. Après, il y a une autre façon de les diviser. Dans d'autres textes, je sais plus d'où ça vient, celui-là. Ça peut être une odeur odorante, malodorante, neutre ou forte. Non neutre. Voilà. Ça apporte rien de spécial. Après, si on parlait d'une odeur naturelle, elle peut être parfumée, comme l'odeur de la rose, l'odeur du bois de santal, ou non parfumée, l'odeur de la viande en décomposition, la bouse de vache si vous préférez, quoi. C'est pas si mal. D'abord. Allez, on continue. Artificielles. Quelles sont les odeurs artificielles? Par exemple, elles peuvent être parfumées ou non parfumées. Ça peut être l'odeur du pain. On a décidé que c'est parfumé. Et ça peut être l'odeur de l'ammoniac ou des poubelles non parfumées. Voilà. Simple. Et les saveurs, c'est pas franchement compliqué. Les saveurs, on les considère par rapport aux éléments de base et aussi dans la médecine tibétaine. Donc ça, dans d'autres contextes, vous pourrez voir les saveurs. Le reste, en général, on va pas y toucher dans les débats. Donc des saveurs, un objet expérimenté par la conscience gustative. D'accord? Et donc on a les catégories qui présentent ici sont 6. Alors là, j'ai eu des problèmes pour traduire. Donc on va se maintenir à la première option à chaque traduction. Sucré, facile. Acide, le citron. Amer, le café. Astringent, le kaki. Piquant, le piment. Salé, l'eau de mer. C'est juste des exemples, ça donne une idée. Maintenant, suivant les éléments, les saveurs existent indépendamment des éléments. Ces 4 éléments de base qu'on va voir ensuite, la terre, l'eau, le feu et l'air, sont des particules de base qui composent toutes nos particules. Vous vous rappelez la définition de la matière, c'est une collection de particules. Chaque particule a 8 particules minimum, donc c'est 4 éléments, l'élément de la terre, etc. Et donc, chacun de ces goûts, sucré, acide, etc., dénote une prédominance de certains de ces éléments dans l'aliment que l'on goûte. Quand c'est sucré, apparemment, la prédominance, c'est terre et eau. Est-ce que vous voulez savoir ça ou on passe? Mais vite fait, hein, on va pas débattre dessus, hein. Sucré, eau et terre, prédominance. Et de fait, donc, quand on a ce déséquilibre des éléments dans notre corps, on va avoir ces saveurs qui ressortent plus intensément. Ouais. Maintenant, ne me demandez pas avec le Covid quel est le problème. C'est qu'on n'a plus les 4 éléments gustatifs. Donc, acide, ça vient du feu et de la terre. Prédominance du feu et terre. Des combinaisons à chaque fois de 2 éléments. Ce qui est amer, comme le café, c'est vent et eau. Ce qui est astringent, c'est le vent ou l'air et la terre. Ce qui est piquant, c'est le feu et le vent ou l'air. Le feu et l'air, on va dire. Et ce qui est salé, c'est l'eau et le feu. Je révise, je repasse pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. Première option, c'était terre et eau. La deuxième, c'est le feu et la terre. La troisième, c'est l'air et l'eau. Quatrième, l'air et la terre. Cinquième, le feu et l'air. Et sixième, l'eau et le feu. Donc c'est tout. Les saveurs, c'est très rare qu'on va les voir dans nos discussions. Les odeurs aussi, de toute façon. Source d'objets tangibles. Ce sont des objets expérimentés par une conscience
tactile, senti, on peut dire. Ouais. Et là, ça devient sacrément intéressant. On a des objets tangibles qui sont des éléments, les éléments de base, et ceux qui sont issus de ces éléments, qui sont des dérivés des éléments de base. Et les éléments de base sont la terre, l'eau, le feu et l'air, qui sont essentiels dans beaucoup d'enseignements dans on va entendre parler de ces éléments. Dans le tantra, par exemple, énormément aussi. La structure du monde, non? Le cosmos d'après l'Abhidharma Kosha, comme on a vu ce matin, il y a d'abord le mandala de l'air, ensuite le mandala de Sachu, le feu, le vent, l'air, l'eau, le feu et la terre. Sachu, mais long. Long, le vent, Sachu, mais à l'envers. L'air, le feu, l'eau et la terre. Donc, la structure de l'univers est aussi basée sur ces 4 éléments. Donc, il y a beaucoup, partout, toute particule a un mélange de ces 4 éléments de base. D'accord? Donc, on va en entendre parler énormément. Les couleurs, on a vu, on se rappelle, ce matin, on a vu, les couleurs sont associées à ces 4 éléments aussi. Donc, quand on fait les 5 Dhyani Bouddha, pour ceux qui les connaissent, non? Les 5 Dhyani Bouddha, il y a une correspondance avec ces 4 éléments aussi, etc. Donc, on va le retrouver partout parce que c'est comme une structure de base du monde physique. La base sont ces 4 éléments. D'accord? Et donc, ça, c'est une chose. Après, chacun de ces éléments dans notre corps, par exemple, ou même à l'extérieur, a une fonction particulière. Par exemple, et donc quand on a un déséquilibre dans notre corps, on le voit parce qu'on perd ses capacités ou elles sont moins prédominantes. La terre représente la stabilité, c'est ce qui rend stable. Ouais, la terre, c'est la stabilité, c'est associé à ça. Par exemple, si vous mettez qu'est-ce que vous mettez du sable, si vous mélangez si vous avez si vous mettez du sable dans l'eau, l'eau va se tasser, non? La structure va se tasser, ça va devenir stable. Après, l'eau, c'est la cohésion. L'eau forme la cohésion, rassemble les éléments ensemble. Après, le feu, c'est la chaleur. Donc, on a notre chaleur interne. Souvent, en médecine tibétaine, on parle du problème de digestion parce qu'on manque de cette chaleur digestive ou de cette chaleur interne. Et la chaleur, c'est aussi, ça fait mûrir. Oui, croître et mûrir. Et l'air, c'est la mobilité. La croissance et la mobilité. Donc, suivant les déséquilibres qu'on a de ces éléments dans notre corps, eh bien, ça va se manifester de ces différentes façons. Après. Donc, on va s'arrêter là avec ces 4 éléments. On pourrait en parler pas mal de temps. Oui, les définitions, c'est important. La définition du feu, on va la voir souvent, parce qu'on va parler du feu et de la fumée, comme on a vu. Donc, la définition de la terre, ce qui est dur et obstructif. Ouais, dur et obstructif. Définition de l'eau, ce qui est humidifiant et mouillé, c'est la même chose. Elle a juste trouvé 2 mots différents, mais ça parle de la même chose. Ensuite, le feu, ce qui est chaud et brûlant. Donc là, quand on parlera du feu et de la fumée, on parlera de définition du feu chaud et brûlant. D'accord? L'air, ce qui est léger et mobile ou mouvant. L'air, on en parle énormément, le lung en tibétain, non? Vous avez entendu cette expression-là, là, j'ai du lung. J'ai trop d'air à l'intérieur. Et ça crée un certain stress. Trop de mobilité interne. Quand on fait trop de débat, on attrape le long du débat. Vous l'avez attrapé, le long du débat? On le voit parce que à midi, quand les gens s'arrêtent plus de faire des débats le midi, pendant qu'on mange, qu'on nous fiche la paix, puis les gens sont en train de faire des débats, ils arrêtent pas. On sait qu'ils ont attrapé le long du débat. Voilà. Au lieu de manger, et en attendant, on continue à manger. Là. Pas bête, hein? Après, on pourra en dire plus, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les dérivés donc des objets tangibles issus des éléments, ce sont ces dérivés. Toute forme matérielle, toute forme, excepté si c'est une de ces particules infimes de terre, d'eau, de feu et d'air, toutes les formes sont des dérivés de ces éléments. Si on parle de la terre qu'il y a dehors, par exemple, c'est un dérivé de ces 4 éléments. Dans la terre qu'il y a dehors, les 4 éléments sont présents. Avec une prédominance de l'élément terre, bien sûr. Et il va manquer de l'élément eau, par exemple. Si l'élément eau s'accroît, la terre devient de la boue, par exemple.
Donc, c'est l'idée. Oui. Après, ça, c'est la science indienne d'il y a quelques siècles. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ce sujet? Et ces éléments, donc on les a tous en nous aussi, c'est pas juste extérieur, le monde extérieur, c'est le monde interne aussi. Après, donc il y en a 7 qui sont définis ici, mais je pense qu'on pourrait aussi on peut rallonger cette liste des objets tangibles issus des éléments. Ouais. Là, il donne comme exemple la douceur, la rugosité, la lourdeur, la légèreté, le froid, la faim et la soif. Pourquoi pas la chaleur, le froid? Parce qu'on l'a dans les éléments. Sauf que c'est pas la même chaleur. Le feu, l'élément feu, c'est pas forcément la chaleur, c'est pas seulement du feu, la chaleur a les 4 éléments également. Oui, avec une prédominance de l'élément feu, mais bon, comme ça. Hein? Ouais, mais est-ce que c'est vraiment brûlé dans son sens strict? La sensation, c'est une brûlure, oui. Ah oui. C'est brûlant. Donc il y a de l'élément feu dedans. D'accord. Mais c'est froid. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le met où? On le met dans les tangibles éléments ou les tangibles dérivés? Quel dilemme. C'est pas exhaustif. Allez. Ouais, mais dans ce cas-là, on mettrait des deux côtés. Ah, on est foutu, c'est compliqué. Bon, on n'a pas le temps, là, on a des débats à faire. On va continuer. De l'air. Et il est passé par l'étape eau, il s'est liquéfié. Alors c'est quoi l'azote? C'est du feu, de l'air ou de... Oh là là, on a un problème ici. On a fini avec les formes externes. Donc on va les utiliser occasionnellement en débat, mais honnêtement, on va utiliser pas mal couleurs, parce que c'est le premier chapitre, c'est sur les couleurs, on a déjà commencé. Pas plus que ça, après je pense qu'on le verra plus. On va utiliser les sons expressifs occasionnellement dans nos débats. On va utiliser ensuite la définition du feu principalement. Et puis le reste dans les formes externes, on n'en parlera pas beaucoup plus que ça. D'accord? Donc vous n'avez pas besoin de mémoriser ces définitions. Merci Cathy. Et on finit par la forme interne, une forme interne. Donc c'est une forme appropriée pour être une forme, ça c'est la définition de forme, on est d'accord, interne parce qu'elle est inclue dans le continuum d'une personne. Et ce qu'on va avoir ici, c'est une division des 5 facultés sensorielles. Mais c'est pas non plus une division exhaustive, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de formes internes. En fait, tout ce qui est toute partie du corps qui a un impact sensoriel, qui a une expérience sensorielle, fait partie de la forme interne. Donc, ça veut dire le corps en tant que tel. De toute façon, le corps, en général, ça fait partie de la faculté sensorielle corporelle qu'on appelle. Mais plein d'éléments du corps qui ont des sensations vont être inclus. Qu'est-ce qu'on va exclure dans ce cas-là, qui fait partie du corps et qui n'a pas de sensation? Non, ça doit être physique. On est encore dans le monde physique. Non, dans le monde physique, donc dans le corps. Oui. Et l'autre exemple? Exactement. Ouais, parce qu'ils n'ont pas de terminaison nerveuse, c'est ça, donc il n'y a pas de sensation. Donc ils vont pas être inclus. Donc à partir de là, tout ce qui a je pense que c'est les terminaisons nerveuses qui créent les sensations, j'imagine. Donc tout ce qui est connecté, relié aux sensations, au système nerveux a une sensation. Voilà. Et ça ferait mal, hein, à chaque fois qu'on va chez le coiffeur. Comment on appelle ça? Une anesthésie locale, s'il vous plaît. Ça fait mal au cœur des fois, hein. Ah oui, c'est vrai, il va pas avoir mal. Surtout si tu les amènes chez le dentiste juste avant, là c'est foutu. D'accord. Maintenant, la division de cela, c'est des facultés sensorielles. Les facultés sensorielles, on est encore dans le monde de la forme. Donc ici, on ne parle pas des consciences sensorielles, d'accord? On appelle ça une faculté sensorielle. Et voici la définition du faculté sensorielle. On l'a avec la faculté sensorielle de l'œil. C'est une forme interne claire. Et dans ce cas-là, vu qu'elle est celle de l'œil, c'est une condition dominante non commune
à la conscience visuelle de son propre effet qui est une conscience visuelle. C'est un peu long. Une faculté sensorielle est une forme interne claire. C'est défini comme une matière qui n'est pas perceptible par les consciences sensorielles. Donc c'est une matière qui n'est pas perceptible, pas visible, on peut dire pas perceptible par les consciences sensorielles. C'est-à-dire que par exemple dans l'œil, il y a la faculté sensorielle de l'œil, c'est pas l'œil en tant que tel, c'est une partie interne de l'œil qu'on ne peut pas percevoir. Ça, c'est une spécificité bouddhiste. Je pense que dans la science, on parle pas de ces éléments-là. Mais pourquoi on justifie cette forme interne? Parce que c'est elle qui va faire la connexion entre la forme externe qui est plus grossière et la conscience qui n'est plus forme du tout. Donc, c'est le lien entre la forme et la conscience. Deux éléments différents. Donc, cette forme interne, c'est plus subtil qu'une forme externe, mais c'est pas une conscience en tant que telle. C'est comme ça que c'est défini. D'accord? Donc c'est elle qui donne le pouvoir à la conscience pour percevoir son objet. Pour ça qu'on l'appelle faculté sensorielle. Faculté, elle donne le pouvoir à la conscience de percevoir son objet. S'il n'y avait pas cette forme interne de l'œil, par exemple, il n'y aurait pas, la conscience ne pourrait pas connecter avec son objet. Donc c'est une condition essentielle pour qu'il y ait une conscience visuelle qui connaisse son objet. Et ça marche de la même façon pour les autres facultés sensorielles de l'oreille. Donc si je vous demande, donnez-moi la définition de la faculté sensorielle de l'oreille. On est d'accord? On va répéter pour une forme interne claire qui est la condition dominante non commune de son propre effet, une conscience auditive. Et la même chose pour le nez, la langue et le corporel. D'accord? Ça, on va le trouver à l'occasion. On va en parler à l'occasion quand on étudie les consciences, par exemple. Une autre façon de le définir, ça devait être dans les textes de Pramana, probablement. Matière claire, qui est localisée dans l'organe grossier de l'œil ou qui a comme siège l'organe grossier de l'œil. Donc, c'est pas l'organe de l'œil, mais c'est une matière claire, oui, c'est à peu près ce qu'il disait avant. Matière claire qui est présente dans l'organe de l'œil. Elle ne peut pas être perçue par l'œil et elle permet à la conscience de percevoir. Voilà. Donc, elles sont subtiles internes. C'est une forme subtile interne. Ouais. Tout à fait, on pourrait dire ça, ouais. Oui, 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 oui. Mais maintenant, on doit différencier parce qu'on a une forme et une conscience. Comment elle rentre en contact? Parce que c'est deux objets qui sont contradictoires, la forme et la conscience. Elle rentre en contact grâce à cette faculté. Et la faculté est quand même physique. Mais c'est entre le physique et la conscience. C'est pour ça qu'on dit c'est une forme subtile. Donc c'est quand même physique, mais c'est pas un physique grossier qui n'est pas relié directement à la conscience. C'est ce qui fait le lien, mais c'est quand même physique. C'est un facteur physique. Hein? Ah, allez, on se raccroche. Non, mais c'est peut-être ça, d'ailleurs, ça fonctionne peut-être, c'est peut-être la définition de ça, je pourrais pas dire. Ils disent que c'est pas perceptible au niveau de l'œil. Mais ça, c'est des écrits qui datent de 2500 ans, 2000 ans, 500 ans en arrière. Donc, ils avaient d'autres façons de définir les choses. Est-ce que ça correspond exactement? Faudrait voir. Peut-être. Peut-être. Donc, c'est vrai que pour les scientifiques, ça doit être un peu frustrant de voir ces définitions. J'imagine, ça sort d'un autre monde, d'une autre réalité. Mais bon, comme on n'en va pas l'utiliser tous les jours, on va pas leur en vouloir non plus. On est bien d'accord. Une autre fois, on pourra rentrer plus dans des détails éventuellement. Maintenant, on va rentrer dans notre débat. D'abord, on va finir le 4e débat. Vous allez le faire entre vous, peut-être. Ou on va le lire vite fait, parce que je pense qu'il n'y a rien de spécial dans le débat des 4 possibilités. Alors, on va aller dans nos notes, les 4 feuilles agrafées ensemble. Tout agrafé, désagrafé, c'est encore pire. Et on est dans le débat 1-3, page 5. Dans ce qui était tout agrafé ensemble, les exercices, le débat
4 possibilités, c'est celui qui nous manquait. Et si vous regardez l'autre qui nous manque après, c'est contradictoire. Mais regardez, c'est tellement court le contradictoire, on va s'ennuyer, Oui. Allez, on fait les 4 possibilités. Oui, on est page 5, c'est bon pour tout le monde? Alors, on va revenir à nos moutons, les couleurs. Quelle est la relation entre les deux, le bleu et la couleur d'un tissu en laine? Vous me répondez? Qui a dit 3? Ah ben. Allez, 4. Il s'ensuit qu'il n'y a pas 4 possibilités. Posez quelque chose qui est les deux. Alors là, il y en a où je suis pas d'accord du tout. La veste bleue, c'est qui est les deux? La veste bleue, c'est pas les deux. Ah ben non. La couleur de la veste bleue, quoi. Qu'est-ce que tu avais dit? T'avais pas dit ça, t'avais dit la veste en laine bleue. La laine bleue, ben voilà, c'était la même chose. Donc on est d'accord. Allez, on prend la couleur d'un tissu bleu ou de la veste bleue. Allez, je continue. Je fais le challenger. Il s'ensuit que le sujet, la couleur d'un tissu bleu est bleu. Okay. Facile. Le sujet, la couleur d'un tissu bleu est bleu. Ça veut dire pourquoi? Et d'où ça vient, ça? D'accord, c'est la définition du bleu. On est d'accord? Vous m'avez donné la définition comme justificatif, tout va bien. Il s'ensuit que tout ce qui est approprié pour être indiqué comme une teinte bleue est nécessairement bleu. Allez, il s'ensuit que le sujet, la couleur du tissu bleu, de la veste bleue, est la couleur d'un tissu. Le sujet, la couleur d'un tissu bleu est la couleur d'un tissu. Pourquoi? Ah, et on retrouve l'instance ici. Allez, on enlève instance, on met illustration. Pourquoi? Parce que la couleur de ce tissu bleu est une illustration de la couleur d'un tissu. Et il s'ensuit que tout ce qui est une illustration de la couleur d'un tissu est nécessairement la couleur d'un tissu. Oui, c'est vrai. C'est lui. Un bon point. Donc là, on met un C. Et c'est le challenger qui vient de dire ça. Oui. Là, on a un exemple de instance and generality en anglais. On trouvera d'autres termes en français. Donc oui, là, on avait D, le défenseur, parce qu'il s'agit d'une illustration de la couleur du tissu, point. Et là, c'est le challenger, C, qui dit, il s'ensuit que tout ce qui est une illustration de la couleur d'un tissu est nécessairement la couleur d'un tissu. Et à cela, ben voilà, on accepte, hein. Maintenant, postulez quelque chose qui est bleu mais qui n'est pas la couleur d'un tissu. Le ciel? Une fleur? La fleur bleue? Mais non! Moi, je vous pardonne, on est dimanche après-midi, c'est normal. On se lâche un peu. La couleur de la fleur bleue, la couleur du ciel bleu, la couleur du parka bleu. D'accord? On parle de la couleur. Allez, l'exemple, c'était la couleur du ciel bleu. Donc, vous m'avez dit la couleur du ciel bleu. D'accord. Il s'ensuit que le sujet, la couleur du ciel bleu est bleu. Le sujet, je vais quand même vérifier, hein. La couleur du ciel bleu est bleu, pourquoi? Dis donc, quel enthousiasme! Voilà, il s'ensuit que tout ce qui est approprié pour être indiqué comme une teinte bleue est nécessairement bleu. On accepte. Il s'ensuit que le sujet, on va prendre le deuxième élément, la couleur d'un ciel bleu n'est pas la couleur d'un tissu. Vous avez compris où on va là? C'est toujours les mêmes étapes qu'on suit, d'accord? Et pourquoi c'est pas la couleur d'un tissu? La couleur du ciel bleu? Vous avez accepté? Vous avez accepté? Donc on continue. Le sujet, la couleur du ciel bleu n'est pas une couleur de tissu. Pourquoi?
Ah, donc il s'ensuit que si c'est la couleur du ciel, c'est nécessairement pas la couleur du tissu. Tout va bien. Hein? Donc là, on en est à la dernière étape. Maintenant, posez quelque chose qui est la couleur d'un tissu, mais qui n'est pas bleu. Mais pas bleu. La couleur verte d'un tissu, là. La couleur rouge d'un tissu. Voilà. Et là, on a pris la couleur d'un tissu jaune. Ah oui, on va parler de la couleur verte du tissu rouge. On va se limiter à une couleur. Il s'ensuit que le sujet, la couleur d'un tissu jaune et la couleur d'un tissu. Le sujet, je suis fatiguée d'être challenger. Qui veut faire le challenger là? C'est pas juste, vous acceptez tout, c'est trop facile. Ok, le sujet, la couleur d'un tissu jaune et la couleur d'un tissu, pourquoi? Oui. Et on met la définition, parce qu'il est approprié pour être indiqué comme une teinte d'un tissu. Il s'ensuit que tout ce qui est approprié pour la teinte d'un tissu est nécessairement la couleur d'un tissu. Ah ben oui, on accepte. On y est presque. Hein. Il s'ensuit que le sujet, la couleur d'un tissu jaune n'est pas bleu. Pourquoi? La couleur du tissu jaune est jaune. Hein? Ben oui. Il s'ensuit que tout ce qui est jaune n'est nécessairement pas bleu. Oui. On peut avoir un tissu avec un mélange de jaune et de bleu, mais le jaune ne sera pas le bleu. D'accord? Maintenant, la dernière option, postuler quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, facile. On en était où? C'était quoi A et B? Vous vous en rappelez? Donc ici, on parle de quelque chose qui n'est ni la couleur d'un tissu, ni bleu. La couleur d'un rubis, parce qu'on est plus précis. Couleur d'un rubis, on est plus proche du sujet. Mais on pourrait parler de la table, hein. Vous aimez tant la table, on peut parler de la table, c'est pareil. Hein. Allez, on va parler de la couleur d'un rubis, donc elle n'est ni la couleur d'un tissu, ni bleu. Donc on commence, la couleur du rubis n'est pas bleue, on accepte. Et pourquoi elle n'est pas bleue? C'est les rouges. Et donc tout ce qui est rouge n'est pas bleu, on accepte. Et ensuite, cette fameuse couleur du rubis n'est pas la couleur d'un tissu. Pourquoi? Voilà. Un tissu n'est pas une pierre précieuse. Un rubis, c'est une pierre précieuse. Oui. Ou le rubis, oui. Un tissu n'est pas un rubis, donc la couleur du tissu sera pas la couleur. Oh là là. Et voilà, on a fini numéro 4. Facile. Mais non, on a juste à suivre votre résumé, les 4 questions et un exemple et réviser les 4. C'est juste ça. Sauf que là, ils élaborent un petit peu plus. Nous, on fait ça version courte. D'accord? Et contradictoire, là, il y a une petite variante quand même. On fait contradictoire, puis après, vous avez une bonne demi-heure de débat. Contradictoire. Quelle est la relation entre les deux, le cheval blanc d'Henri IV et la couleur? Alors, qui est-ce qui veut faire le challenger ici? Il s'agit de lire, hein, c'est pas compliqué, il y a juste à lire. Allez. Quel est ton nom? Sylvie? On va donner le micro à Sylvie. Et les défendeurs, tout le reste, vous faites les défendeurs. Vous êtes gentil avec votre challenger, c'est sa première fois en public, hein. Allez. Oui, il devrait marcher. Quelle est la différence entre le cheval blanc et la couleur? Quelle est la différence entre les deux, cheval blanc et couleur? Oui. En fait, on a changé différence pour relation. Ah oui. Oui, voilà. C'est juste un détail. Je me disais, c'est pour ça que je... Oui, ce que différence, c'est juste le tibétain, c'est qui parle. C'est pour ça que j'avais traduit comme quelle différence. relation entre le cheval blanc et couleur? Oui. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Quelle est la relation? Contradictoire. Quand on demande quelle est la relation entre A et B, il y a les 4 réponses possibles, ou équivalent et contradictoire, 3 ou 4 possibilités. Donc là, la réponse, c'est... Vous êtes d'accord que le cheval blanc et la couleur sont contradictoires? Avec tout ce qu'on a dit ce week-end, on devrait s'en rappeler. Hein. D'accord. Après, le challenger, il va continuer alors. Il s'ensuit que les sujets, les deux, cheval blanc et couleur, sont contradictoires. Les sujets, les deux, cheval blanc et couleur, sont contradictoires. Et les 3 petits points, c'est dans le sens de... Ouais, pourquoi? Alors, pourquoi?
Il s'ensuit qu'une base commune aux deux cheval blanc et couleur n'est pas possible. Une base commune aux deux cheval blanc et couleur n'est pas possible. Pourquoi? Et voyez, la place du pas ici est indispensable. On ne peut pas le mettre de l'autre côté, on ne peut pas le mettre n'est pas nécessairement. Là, pour contradictoire, le pas, il passe après. Donc, tout ce qui est un cheval blanc n'est nécessairement pas une couleur. On est d'accord avec ça? C'est pas compliqué. Et tout ce qui est une couleur n'est nécessairement pas un cheval blanc, on est d'accord. Donc, voilà. Donc, on a répondu. Quelle était la question? À quelle on répond ici? Pourquoi il n'y a pas de base commune? D'accord? Et en gros, pas de base commune, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exemple, qui soit les deux. Vous vous rappelez, ouais? C'est la base, d'accord. Allez, on continue. Il s'ensuit que si tout ce qui est un cheval blanc n'est nécessairement pas une couleur et 2, tout ce qui est une couleur n'est nécessairement pas un cheval blanc, alors une base commune aux deux cheval blanc et couleur n'est pas possible. Et bien voilà, la page préférée de quel est ton nom? Julia. La page préférée de Julia, je l'accepte. Donc c'est la formule standard, merci. C'est la formule standard pour contradictoire. Nous, on peut le faire en plus court. Ouais, on a juste, voilà. Mais les deux éléments qu'on a vus ici dans la réponse de contradictoire, c'est, les deux sont différents. Donc pourquoi cheval blanc et couleur sont différents? Non, ils sont différents. Là, pour l'instant, c'est pas contradictoire. Pour être contradictoire, ils ont deux caractéristiques, ils doivent être différents et ne pas avoir de base commune. Pourquoi ils sont différents? Ils existent déjà, en effet, et ils ne sont pas un. Vous vous rappelez la définition de différents? Ils existent et ils ne sont pas un, ils ne sont pas uniques. Oui? Non, 4 aussi. Parce que le cheval, ça va être considéré dans notre catégorie des formes. Ça, on va le considérer comme un contour avec notre accord. Et ce contour a une couleur. Donc la couleur, les contours, son contour sont contradictoires. Ouais. C'est le coup du, voilà. La tasse, c'est la couleur de la tasse. C'est à peu près ça. Ok. Allez au boulot. Qu'est-ce qu'il nous reste comme débat à faire? Maintenant, vous avez le choix ou continuer les débats de la page 2, exercice numéro 2, ou vous inventez des débats entre vous, mais ça, on garde peut-être ça pour le week-end d'après, s'inventer les débats. Peut-être vous pouvez continuer avec cela. Oui? Et comme on l'a fait avant, vous vous rappelez, vous prenez la feuille qui dit en résumé, qui vous donne la guideline, les lignes pour débattre. Oui? Et vous prenez les exercices numéro, je sais pas, au numéro 2, vous en êtes au 11, 12 à peu près. Non, 7, 8. 7, 8 par là. Ouais. Et on se retrouve. On se donne un petit 20 minutes si vous voulez et on se retrouve. Je sais pas s'il y a beaucoup de questions vicieuses. Il doit bien en avoir une ou deux quand même. J'espère. Sinon, je vais vous en rajouter. Eh ben, c'est très impressionnant. Impressionnant. Vous avez lâché la table quasiment tous. On est allé plus loin que la table. Quand même. Ah, c'est pas tant de vous voir tous pédaler comme ça dans les débats. Je trouve ça super. C'est cool. C'est de plus en plus provocatif. Vous avez vu, on ouvre, on fait du teasing pour les prochains week-ends. J'ai envie de vous revoir la prochaine fois quand même, ça serait bien. Alors, on en était où? On a des couleurs, matière du bijou, c'est facile. Rouge, blanc, pas de problème. Rouge, blanc, réponse. Combien? Rouge et blanc, combien de possibilités? Quelle est la relation? Entre le rouge et le blanc. Alors, c'est contradictoire ou c'est équivalent?
D'accord, c'est contradictoire, on est d'accord. Couleur et forme visuelle. Là, c'est un petit peu plus compliqué. 3. Vous êtes tous arrivés à 3? Ok, le truc dans ce cas-là, c'est là quand on commence avec les divisions, ça serait l'idéal, ça serait d'avoir le map, mais je sais pas utiliser Excel, donc je suis pas capable de faire ces trucs-là. Vous savez, vous avez la forme visuelle, couleur, contour, couleur primaire, couleur secondaire, couleur primaire, les 4. Vous savez, c'est ces genres pour moi, visuel, c'est clair. Donc, dans la forme visuelle, on a 2 éléments, 2 instances que j'ai appelées, hein, la couleur et le contour. D'accord? Donc, la couleur, c'est une instance, c'est une catégorie, une subcatégorie de la forme visuelle. Donc, on a nos 2 ronds des 3 possibilités. D'accord? Une couleur est une forme visuelle. Ouais? Puisque c'est une division de la forme visuelle, donc c'est une forme visuelle. Donc vous pouvez répondre pourquoi? Parce que la couleur correspond à la définition d'une forme visuelle. La couleur est un objet pour une conscience visuelle, par exemple. Il y a différentes façons de répondre. Mais dès que dans vos définitions, les feuilles de définition sont importantes à garder, dès que vous avez une catégorie, une subcatégorie, vous savez que la relation, ce sera 3 possibilités entre la catégorie et la subcatégorie, avec les 3 cercles. D'accord? Donc, on y est, on est bon. 3 possibilités. Impermanent et existant. Alors là, Joker. Allez, on sort le Joker. On le garde pour le mois prochain. Non, on le garde pour le week-end d'après, hein. Je veux que tu reviennes, Marie-Paul. Qu'est-ce que vous avez dit alors entre impermanent et existant? Ouais. Ah. Mais c'est vrai qu'en plus, on va le voir dans le prochain week-end au mois de novembre. On va voir le chapitre 2, c'est tous les existants. Un existant, un phénomène, etc. Et c'est intéressant, c'est là qu'on va voir comment tu appelais ça, la règle injustifiable, ou la règle de base, que tout objet, tout existant est connu par une conscience. Invérifiable. Voilà. C'est la donnée de base dans le bouddhisme, c'est que tout ce qui existe parce qu'il est connu par une conscience. D'accord? Donc un existant, c'est quelque chose qui est connu par une conscience. Oui, c'est l'objet d'une conscience. Et on va voir les définitions de phénomènes existants, connaissables, etc. en relation à la conscience. Donc c'est ce qu'on verra le week-end d'après. Et à partir de là, on peut dissocier un existant d'un non-existant. Et dans les existants, après, on a les subcatégories. On a 2 catégories d'existants, impermanents et permanents. D'accord? Ensuite, non, ben, je vous dis pas la suite, vous revenez en mois de novembre. Pour... si vous avez tout maintenant, mais c'est pas la peine, on passe à l'année prochaine directement. Donc, impermanent et existant, ben, bien, on vient de le voir. Voilà. Waouh! Bravo! 3 possibilités. Puisque l'existant est divisé en 2, entre permanent et impermanent. Oui. Après, compassion. Alors ça, c'est facile. Sur la compassion et ce qui existe dans l'esprit d'un Bouddha, c'est trop facile, ça. Alors, Tchodrag, il a 4, mais vous n'êtes pas obligé de le croire non plus. Alors, qui dit quoi? Pas fait? Donc, on le fait pas. Allez, on le fait pas. Vous avez dit contradictoire. D'accord. On va le faire quand même. 4. Oh, c'est pas drôle de donner la réponse. Ça serait bien de garder le suspense. Allez. Non, c'est vrai il faudra avancer. Allez. La saison 2. Ok, on va regarder d'autres pour la semaine, pour le prochain week-end d'après. Compassion existe dans l'esprit d'un Bouddha, c'est 5 possibilités. Mais non, mais c'est même pas ça, Bon, la compassion, je vous dis pas la réponse. Qu'est-ce qui peut être compassion et exister dans l'esprit d'un Bouddha? Qu'est-ce qui peut être les deux? Un exemple de ce qui est les deux. Donc la compassion dans l'esprit d'un Bouddha. D'accord?
La compassion dans l'esprit de Bouddha Shakyamuni. La compassion de Bouddha Shakyamuni, on pourrait même dire. Oui. Alors que là, c'est ce qui existe, un objet, quelque chose qui existe. Pour ça, les formulations sont aussi un petit peu piquantes. On va apprendre à faire attention aux formulations. Hein. Donc, la compassion qui est dans l'esprit de Bouddha Shakyamuni, c'est un exemple de A et B. OK? Après, qu'est-ce qui est A mais pas B? Donnez-moi un exemple de compassion qui n'existe pas dans l'esprit d'un Bouddha. La compassion d'un être ordinaire, la compassion d'un bodhisattva, notre compassion à nous. D'accord? C'est une compassion, mais elle n'existe pas dans l'esprit d'un Bouddha parce qu'elle est dans notre esprit qui n'est pas l'esprit d'un Bouddha, on l'a remarqué. D'accord? Ensuite, B, non A. Ce qui existe dans l'esprit d'un Bouddha, mais qui n'est pas compassion. La sagesse, l'amour, oui, tout ce qui existe dans l'esprit d'un Bouddha qui n'est pas la compassion en tant que telle. Il y a plein de choses dans l'esprit d'un Bouddha. D'accord? C'est un petit peu poussé quand même. On va laisser ça pour l'année prochaine. Donc on a, et quelque chose qui n'est aucun des deux. Ne me dites pas la table. La colère. Bah voilà. Voilà, dans l'esprit d'un être ordinaire. Donc, total, on a combien de possibilités, du coup? 4. Ouais. C'était pour vous montrer une autre formulation des choses. On n'est pas obligé de formuler A ou B comme étant l'objet en tant que tel, mais en étant ce qui existe dans ce qui existe, ce qui est, ce qui a. On va trouver des formules comme ça où on va se mélanger les pédales encore plus. Hein. Conscience visuelle et conscience. Donc, lequel est impliqué dans lequel? Tous en cœur en plus, c'est royal. Nickel. C'est évident. Mais oui, allez. Allez, A et B. Bon, on va pas rentrer dans les détails, vous êtes tous d'accord apparemment. Hein. Conscience et matière. Ah, donc on est tous d'accord, on va pas le discuter non plus. Feu, contradictoire. Entre la conscience et la matière, il n'y a rien qui soit les deux. Ou c'est forme, ou matière, ou c'est conscience, ou c'est autre chose. Ouais. Le feu est ce qui est chaud et brûlant. 3. Et c'est pas du feu? C'est pas du feu? Mais si, c'est du feu. C'est pour ça. Pour ça, il y a deux façons de l'aborder. Quand on est dans notre débat, tu as absolument raison. C'est la définition du feu. Ce qui est chaud et brûlant est la définition du feu. Donc, ils sont équivalents en termes de définition et définition. Maintenant, quand on va dans notre monde ordinaire, vous avez raison que ça peut être 4 possibilités. Parce qu'on peut trouver quelque chose qui est chaud et brûlant et qui n'est pas du feu. Le feu dans l'image qu'on a du feu. Mais ça va être quand même l'élément feu. Quand on parle des 4 éléments de base, c'est l'élément feu qui est totalement prédominant. Donc, on peut dire que c'est du feu dans ce sens-là. Donc, vous pouvez jouer, débattre comme vous voulez là-dessus. Mais quand on reconnaît chaud et brûlant comme étant la définition de feu, dans ce cas-là, c'est équivalent. Exactement. Et les deux sont un exemple de ce qui est équivalent. Forme et carré, c'est trop facile. On est d'accord. Allez, donnez-nous quelque chose qui est ni forme ni carré. Un son. Ben non, la couleur c'est une forme. Il est pénible, Marc. Il est pénible. On va l'interdire de parler, lui. Ben oui. Ce qui n'est pas une forme. Forme, c'est toutes les définitions qu'on a vues aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le monde de la forme. Donc tout ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui, c'est ce qu'on peut poser comme exemple.
Oui, parce qu'il faut sortir outside of the box. On dit, il faut sortir du cadre. Et on est tellement dans le cadre que des fois on oublie d'en sortir. Ce qui n'est pas une forme, ça peut être une conscience. Ouais. Forme, tout ce qui est matériel, physique, sensoriel, perçu par les consciences sensorielles, c'est la forme. Donc, il faut sortir de ça. Donc, on va parler de la conscience en tant que telle, par exemple, ou de quelque chose qui est permanent. Oui, l'absence de l'éléphant dans la salle. C'est parce que, oui, ce matin, c'était quoi l'exemple? C'était l'exemple de quoi quand tu as donné la vacuité du livre? À ce qui est éternel et qui n'est pas permanent, qui est permanent mais pas éternel. Ben, c'est ça, l'absence de l'éléphant dans la salle, c'est un exemple aussi, ce qui est permanent mais il n'est pas éternel. Dès que l'éléphant arrive, il y aura plus de vacuité de l'éléphant. On va pouvoir l'attendre, celle-là. C'est un exemple classique qu'ils utilisent, l'absence de l'éléphant c'est plus visuel que la vacuité du livre. Mais c'est la même chose. D'accord. Oui, hein? Allez, objet sonore et objet de l'ouïe. Là, c'est un petit truc aussi. Oui. Exactement, oui. L'objet de l'ouïe, c'est une autre façon de définir le son, qui est un objet d'une conscience auditive. L'ouïe, c'est la conscience auditive. Donc voilà, c'est équivalent parce que c'est c'est le son. Le son est un objet de la conscience auditive. On est d'accord, équivalent. Alors là, le renoncement, hein? Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Non, parce qu'on a autre chose à faire. Alors, on a les devoirs à faire. C'est vrai, les devoirs, en plus. Il n'y a pas de tableau, c'est dommage. C'est le tableau derrière les Ah zut, non, on va garder du suspense pour le mois prochain quand même. Renoncement et bodhicitta. Voilà, donc je vous présente maintenant le devoir de ce mois-ci jusqu'à notre prochaine rencontre. C'est comme on est en train d'apprendre les débats, je vais vous lancer un sujet d'analyse et vous allez en débattre tout seul pendant un mois et vous nous rapporterez les résultats de votre débat. Donc, dans ce qu'on va faire, je vais maintenant pour aussi l'idée avec ces devoirs pour ceux qui ont envie de le faire, c'est ramener les techniques du débat, ce qu'on fait dans les débats avec la table, les couleurs et tout ça, pour le ramener à notre pratique. Comment on l'utilise dans notre pratique, d'accord? Donc, je vous lance un sujet de pratique. Et vous allez devoir, par exemple, inventer une définition, voir comment il se relie avec l'environnement, avec les autres éléments, etc. Voir s'il y a des divisions, comment le développer, tout ça. Analyser un sujet de pratique. D'accord? Et justement, renoncement bodhicitta, c'est en plein ça, parce que j'ai choisi, comme on va avoir 3 week-ends, j'ai choisi les 3 principaux aspects du chemin. Donc, le premier des 3 principaux aspects du chemin de Lama Tsongkhapa, c'est ben voilà. Le deuxième, c'est ben voilà. Et après, on aura la réponse entre renoncement et bodhicitta. Et le troisième, c'est la vue. On parlera plus de l'interdépendance. C'est plus pratique à comprendre que la vacuité en tant que telle, peut-être. Mais on verra quand on en sera au 3e week-end, on verra. Donc, cette fois-ci, pour la semaine d'après, on va voir le renoncement. Le prochain week-end, on verra le renoncement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est investiguer. On va quand même analyser un petit peu entre nous, mais vous n'êtes pas obligé de croire les conclusions qu'on a trouvées entre nous. Ça sera à vous d'aller chercher ou dans des différents dossiers ou dans des livres, etc., ou par votre méditation, votre contemplation, ce que vous trouvez. Et donc, le devoir en tant que tel, ça sera de donner votre définition personnelle du renoncement. Et on sait qu'on a vu une définition, c'est ce qui définit notre objet d'une façon exclusive, dans le sens que rien d'autre ne peut correspondre à cette définition, seulement le renoncement, d'accord? Donc, les caractéristiques spécifiques du renoncement, qui font que quand on joint toutes ces caractéristiques, ça indique seulement le renoncement, d'accord? Et ensuite, si vous pensez à des divisions de renoncement,
Après, qu'est-ce qu'on fait encore quand on analyse un sujet? Donc, on voit la division, on voit la définition, la division, l'exemple, illustration, implication, l'implication, oui, oui, la relation. Tout à fait, la relation aux autres, par exemple, la relation à la bodhicitta, par exemple. Les synonymes. Et je pense qu'on a à peu près tout. Le périmètre. Et des limitations. Ouais, délimiter. D'accord? Donc, on va en parler un petit peu tous ensemble. On va jeter des idées un petit peu tous ensemble de ce qu'on, pour avoir une idée au moins d'à peu près ce qu'est le renoncement. Mais après, chacun pour soi le fera. Et c'est bien de méditer dessus, faire une méditation analytique dessus, y penser, le personnaliser, que ça devienne pas juste une définition, un truc sec, mais quelque chose que vous personnalisez, donc comment vous vous situez par rapport au renoncement, etc., etc. D'accord? Renoncement, vous l'avez déjà étudié. Ouais. Christian vous a tout dit déjà, de toute façon. Donc, le renoncement, si on parlait entre nous, qu'est-ce que c'est d'après vous le renoncement? Hein? Marcher vers la libération. Il faut que je le répète pour l'enregistrement, c'est juste ça, sinon on doit se faire passer le micro, c'est plus compliqué. Hein? Le renoncement à la souffrance, une conscience conceptuelle, se détacher de cette vie-ci et ne pas penser qu'à la suivante. Espérer qu'il y ait un bonheur durable dans cette vie-ci. Prend refuge. Arrêtez d'espérer. Ah, de cette vie-ci. D'accord. Renoncement en tibétain, c'est ngejong. Ngejong, ça pourrait être traduit plus exactement comme l'émergence définitive. Parce que le renoncement dans notre émergence définitive, donc ça serait un mot qui correspond plus au sujet qui nous intéresse. Émergence définitive. Pourquoi? Parce que c'est un terme positif. Renoncement dans nos langues occidentales a une connotation négative. Alors que le renoncement, au contraire, c'est émerger d'une façon définitive du samsara. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est complètement positif, le renoncement, en fait. Après, à quoi vraiment on va renoncer? Donc, on va renoncer en fait au samsara. Donc, en termes d'entité, on pourrait accepter peut-être que c'est une conscience conceptuelle. Ça a du sens, éventuellement. Vous pouvez, si ça vous plaît dans votre définition, comme en termes d'entité de nature, ça pourrait être ça. Conceptuelle ou non conceptuelle, à vous de voir. Après, on est d'accord que c'est pas une conscience visuelle, ou une conscience sensorielle. Ça correspond pas aux consciences sensorielles. Donc, ça sera forcément un facteur mental. Pas sensoriel, mais mental. Donc, ça touche une conscience mentale. On est d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on analyse. D'accord? On continue à fouiller. On a encore un peu de temps. On peut continuer à fouiller un petit peu si on veut. Donc, c'est une émergence définitive de quoi? D'accord. C'est quoi le samsara? Ah là là, va falloir définir samsara maintenant. C'est pas le parfait. Hein? Qu'est-ce que c'est le samsara? Le cycle des existences. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos agrégats sont liés au cycle des existences. À cause du karma et des perturbations mentales. Donc c'est une prison aussi, quelqu'un a dit. Qu'est-ce qu'on dit? Perturbations mentales ou les afflictions, comment vous appelez ça? Les émotions perturbatrices aussi, c'est joli. C'est joli comme ça. C'est les 12 liens. Qu'est-ce qui a dit les 12 liens? C'est généré par les 12 liens d'existence dépendante. Alors là, on va loin. Hein. Là, on va pas se lancer dans les 12 liens aujourd'hui. On va le garder pour dans quelques années quand même. Donc, samsara, d'autres choses sur le samsara? Les pensées mondaines, les 8 pensées mondaines, ou les 8 intérêts mondains. Ça a rapport à ça?
Samsara, il y a la notion de renaissance. Ouais. C'est une renaissance répétitive, incontrôlée, totalement incontrôlée. Ouais. Le fait de renaître. Et les Tibétains définissent une naissance comme étant les 5 agrégats. Ouais. 5 agrégats, ça veut dire que quand il y a un corps et un esprit, parce qu'il y a un agrégat qui est le corps, et les 4 autres agrégats sont des aspects mentaux, quand il y a un corps et un esprit, il y a une vie. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle rencontre d'un corps et d'un esprit, qui sont à l'état embryon, même pas pré-embryon, poum, commence une naissance. Et si on est en tant qu'être humain, c'est vrai que si on est dans d'autres terres, les naissances sont différentes. Hein. On peut naître dans un lotus, et le problème, c'est si le lotus s'ouvre pas. Alors ça, c'est le truc pour les lamas, souvent ils disent ça aux Asiatiques. Les Asiatiques, ils sont là, Amitofu tout le temps, Amitofu. Ils prient Amitofu parce qu'Amitofu va les faire renaître à Sukhavati dans un lotus. C'est bien beau, mais si on n'a pas le karma, ben le lotus il va pas s'ouvrir. Donc on va pas profiter de la terre pure. C'est pour ça l'histoire des renaissances. Donc c'est ça l'idée, c'est renaître une fois encore, et encore, et encore, sans choix, sans contrôle. Ouais. Ça c'est samsara. Et maintenant, le samsara, comme disait Séverine, il y a deux raisons, 2 causes pour le samsara, c'est le karma et les émotions. D'accord? Ça, c'est la cause du samsara, le karma et les émotions. Le karma vient des émotions perturbatrices, on est d'accord. Un karma négatif, on peut dire, un karma qui nous fait renaître dans le samsara. Pas forcément négatif, mais ouais. On est attrapé. Donc, le karma naît dû aux émotions. On est d'accord avec ça? Puisqu'il y a des émotions perturbatrices, on réagit d'une façon qui laisse une empreinte qui va nous faire renaître dans ce cycle, hein, de façon incontrôlable. Donc le problème à la base sont les émotions perturbatrices, oui, d'accord. Et quelle est la base de toutes les émotions perturbatrices? L'ignorance, la saisie du soi. J'aime pas ce terme, la saisie du soi. Ça vous parle, vous, en termes de personnel, vous vous identifiez vous, avec la saisie du soi? Oui. C'est moche. Oui, moi je préfère une misconception en anglais, une conception erronée du jeu, du soi. Ouais. C'est une perception équivoque, erronée qu'on a de nous-mêmes. Hein. Parce que le soi, on s'en fout, le soi des autres, c'est leur problème, hein, pour l'instant. À part pour la motivation et la dédication, en dehors de motivation et dédication, les autres, c'est leur problème. Non, le problème, c'est mon moi, quoi. C'est Cathy, mon problème, hein. C'est pas le vôtre, c'est le mien. Donc la base du problème, en fait, c'est le soi, comment je me perçois, c'est cette façon erronée de se percevoir. Non? Donc ça, c'est l'élément à éliminer. Ouais. Et si on élimine cet élément, cette vision équivoque de cette perception erronée du jeu, on va pouvoir se libérer du samsara. Ouais. Et donc le renoncement, c'est ça, peut-être. Quelque part. Vouloir se libérer du samsara, en général, c'est ce qu'on appelle le renoncement. Donc, de vouloir surgir, cette émergence définitive, c'est ce qu'on veut. Donc, le renoncement, c'est un souhait, en quelque part. Ouais. Et en fait, si on va à la racine, à la base, c'est un souhait de quoi? D'éliminer cette ignorance. C'est d'être libre, même pas. C'est le souhait d'être libre de cette ignorance. C'est une autre façon de le traduire. Du samsara. Parce que si on pense, quel est le problème avec le samsara? Pourquoi s'en libérer? Quel est le problème? Parce qu'on pourrait renaître joyeusement une vie après l'autre vie sans avoir de problème avec le jeu, comme le font les bodhisattvas pour le bien des êtres, par exemple. Le problème, c'est qu'on renaît d'une façon incontrôlable à cause de cette ignorance. Ouais. Donc c'est juste bien à partir de là, on a juste donné une base, chacun a donné ses différents éléments. On va dire que comme minimum, quand on parle du renoncement, c'est ouais. D'ailleurs, la semaine dernière, ça nous arrivait en classe, master programme. On dit Geshe-la, le renoncement. Mais alors c'est quoi le renoncement? Il dit c'est nirvana. On dit quoi? Il dit oui, c'est une cessation véritable. C'est quoi? C'est quoi le nirvana? Comment on appelle ça en français? L'au-delà des peines. C'est toi qui me l'avais appris, j'adore ça. Le nirvana, c'est l'au-delà des peines, je trouve ça tellement mignon, au-delà des peines. Le nirvana, c'est une absence.
C'est une absence, non? C'est l'absence de ces afflictions mentales, c'est l'absence de l'ignorance à la base, de toute façon, et tout le reste. D'accord? Nirvana, c'est cette absence. Donc, c'est une cessation véritable, si vous vous rappelez les 4 nobles vérités. D'accord? Donc, c'est une absence. Donc, quand on parle du mot Ngejong, le mot renoncement en tant que tel en tibétain, ça correspond à cette absence. Alors que nous, quand on parle de renoncement, on parle de cette attitude mentale qui est une aspiration, le souhait de. Donc en fait, en termes de débat, on va être plus précis. On va pas dire le renoncement, on va dire le désir du renoncement ou l'intention du renoncement ou la pensée du renoncement. D'accord? On n'a pas le renoncement, exactement. On n'a pas cette absence, on l'a pas. Mais on veut obtenir cette absence, cette libération qui est une absence de, etc. Donc vous voyez, il y a plein d'éléments qui sont incorporés dans le renoncement. Donc juste déjà pour le définir, on a donné une ligne générale, mais c'est à vous de préciser quelle est sa nature réelle, quelle est sa nature en tant que telle. Je veux dire, est-ce que c'est forme, c'est pas forme, etc. Quelles sont les caractéristiques de cette nature, de cette conscience en tant que telle, de quoi elle veut être libre exactement, et ce que veut dire les implications qu'il y a par là, en général, pas 3 possibilités. Après, cette pensée du renoncement, donc on va l'appeler la pensée du renoncement, ou comme vous voulez, l'intention du renoncement, le désir du renoncement. Après, on pourrait la diviser, vous pensez? On pourrait la diviser? Sans doute. Allez, on va chercher des divisions. Inventez-nous des divisions. D'accord? Pensez-y, mais non, vous avez 1 mois pour y penser. Le renoncement à Netflix. Surtout depuis qu'ils nous mettent des publicités. Alors là, c'est même pas drôle, là. Et en plus, elles sont tellement courtes, t'as même pas le temps de sortir, d'aller faire pipi et de revenir. C'est quand même un scandale. Donc, les divisions, exemple de renoncement. Exemple, c'est plus difficile à poser, mais on peut essayer de trouver un renoncement. Le renoncement sur un âne. Par exemple, oui. Le renoncement d'une personne qui est sur le chemin de l'accumulation, par exemple. Après, le renoncement a un rôle particulier, de fait. Oh là là, alors là, on va tout repasser en même temps, d'un coup. Quel est le rôle du renoncement? Vous pouvez vous demander aussi. Quel est l'impact? Quel est le rôle du renoncement? Vous avez 1 mois pour y penser, Marie-Laure, quand même. Oui. Après, donc, on avait vu l'exemple, les paramètres. À partir d'où commence le renoncement? Jusqu'à où? Ça veut dire, est-ce qu'un Bouddha a le renoncement? Ça, c'est votre problème. Moi, je ne vais pas répondre. Hein. Oh là là! Le week-end prochain, le week-end d'après. Et puis, je pense que ça, on a à peu près fait le tour. Et après, si vous voulez penser à la technique pour développer le renoncement, ça, vous le trouvez dans les textes. Et quelle est la mesure du renoncement? Oh là là, on va s'arrêter là. Ben ça, c'est là, c'est le paramètre, on est d'accord. Allez, on s'arrête là. Tout ça pour le week-end d'après. Donc, on va rajouter une session le week-end d'après, juste pour parler du renoncement. Sinon, on n'aura pas le temps d'avancer dans nos débats. D'accord? Ah ben c'est important, le renoncement, quand même. Hein? Tant qu'on l'a pas, on va pas loin. Hein? La pensée du renoncement. Allez, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. On n'a pas besoin de réviser. Je pense qu'avec les débats qu'on a fait cet après-midi, on a révisé un petit peu tout. Définition, tout ça. Gardez les feuilles du chapitre 1 pour la prochaine fois. Chapitre 1 qui était les définitions. Et gardez peut-être la feuille de résumé aussi pour le mois prochain. Ça peut être utile parce qu'on va repasser nos 4 possibilités, nos 4 réponses. Et d'ailleurs, que dans le résumé, il y a quelque chose, je voulais voir avec vous. Si je mettais mes lunettes, ça irait mieux. Dans le résumé, dans la page 2 du résumé. Oui. Les réponses possibles d'un défenseur. Vous voyez, là, on n'a pas mis défendeur, on a mis défenseur. C'est un petit peu plus français quand même. En réponse, donc il y a plusieurs réponses qui sont possibles. On a vu le défenseur, il pouvait répondre j'accepte. La plupart du temps, il a accepté, il n'était pas vexant. Mais s'il n'est pas d'accord, il va pas dire non, il va dire pourquoi. D'accord. Donc il y a différentes formulations et suivant la formulation, il y a ou 2 ou 4 réponses possibles. Nous, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est les formulations, exemple, premier exemple. En réponse à la formulation, il s'ensuit que tout ce qui est A est nécessairement B. Par exemple, il s'ensuit que tout ce qui est un son est nécessairement impermanent. Donc, ou on répond j'accepte,
Ou si on n'est pas d'accord, on va dire pourquoi. Au lieu de dire non, on va demander au challenger de justifier. D'accord? Donc, c'est deux réponses possibles. Maintenant, maintenant dans les exemples, par exemple, on avait choisi le son comme exemple pour, je sais pas trop quoi, pour une forme, bien. Et on va dire, il s'ensuit que le son est impermanent. On a trouvé ces formules. Et la réponse était j'accepte ou pourquoi, si on n'est pas d'accord. Ok? Où ça va se compliquer, c'est quand on va avoir un syllogisme. Un syllogisme, c'est celui qui a ces trois parties et ça, on va plonger là-dedans la prochaine fois. C'est très utile dans les débats. Ouais. Et dans tout ce qui est affirmation du dharma, etc. Parce qu'on va analyser les raisons. On doit développer des raisons logiques pour convaincre l'opposant déjà, pour convaincre l'autre de nos théories et pour confirmer, solidifier notre compréhension. Donc la raison est essentielle. Donc là, on va avoir un syllogisme où il y a A, c'est le sujet. B, vous avez vu, souvent on avait la formulation le sujet, son, ta. On va indiquer maintenant ce qu'est le sujet dans le syllogisme. Le sujet, par exemple, le son, le sujet, le son. B, c'est ce qu'on appelle le prédicat, est impermanent, c'est l'affirmation, ce qu'on veut prouver. On veut prouver que le sujet est B, A et B. On veut prouver que le son est impermanent. Donc on va on va mettre une raison, car il est produit. Ça, c'est la raison. C. Et on va tourner beaucoup autour de ça dans le prochain week-end. Entre comment fonctionne un syllogisme et comment fonctionnent les raisons. C'est l'essentiel, c'est comment fonctionne la raison par rapport au syllogisme. Donc, suivant si on est d'accord ou pas aussi, ce syllogisme est correct ou non, le son est impermanent car c'est un produit, et ça, c'est un syllogisme qu'on utilise tout le temps dans les enseignements, c'est l'exemple de base qui revient tout le temps. D'accord? Donc, si on accepte, j'accepte. Maintenant, il y a deux autres options si on n'est pas d'accord. On peut dire ou la raison n'est pas établie, raison non établie, ou on peut dire sans implication, il n'y a pas d'implication. D'accord? Et les parenthèses, on va rester sur ces trois réponses possibles. Ou j'accepte, ou si on n'est pas d'accord, raison non établie et sans implication. Donc ça, on va le voir le week-end du mois de novembre. Donc, ce seraient les deux sujets du week-end de novembre. C'est les syllogismes, donc comment utiliser la raison d'une façon correcte, et le chapitre 2 des définitions qui touche, ça c'est super important pour écouter tous les enseignements après, c'est d'avoir ce map, cette carte, ce panorama de tous les existants. Donc, on va toucher les existants. Qu'est-ce que veut dire, quelle est la définition d'un existant, d'un phénomène et tout ça par rapport aux consciences. Et on va ensuite toucher les deux divisions, ce qui est impermanent, ce qui est permanent, définition de chacun. Et ensuite, dans les impermanents, les trois divisions, matière, conscience et facteurs composés non associés, les trois divisions d'impermanents. Et ensuite, là-dedans, on va les subdivisions. Et dans permanent, quels sont les permanents dont on parle en général. Donc, c'est la vision générale de la sphère de nos études bouddhistes en général. Donc, ça, c'est super important. Et voilà. Mais non! Oh, allez, on s'est bien amusé quand même. Moi, je trouve que vous assurez bien pour des petits novices que vous êtes. Hein. Eh ben, bravo. Comme quoi tout est possible. On va faire, oui, quand même, on va faire la la quand même, hein. Page 101, Zanchu Sancho Rinpoche. Il y en a même qui avaient envie de faire le mandala d'ailleurs. On va faire d'abord la dédicace dans nos propres mots, puis après on récitera donc le mandala de remerciement, et ensuite on ira à Zanchu Sancho Rinpoche, la prière des dédicaces. Donc c'est le but qu'on s'était proposé ce week-end, avancer un peu dans le développement de la sagesse. Donc on peut reconnaître tout ce qu'on a appris, toutes les confusions qui sont nées de cet apprentissage aussi, tout ce qu'on a encore à apprendre, et comment on peut travailler son esprit aussi par l'étude de cette façon, se confronter à nos frustrations, à notre manque de compréhension, et de là évoluer vers la compréhension. Donc on voit que c'est possible.
de développer la sagesse. Et donc on se réjouit de toutes ces vertus, tous ces moments positifs que l'on a passés à développer la sagesse et les mérites qu'on a accumulés en même temps. Et on va le dédier pour pouvoir justement obtenir cet état ultime de la sagesse, ce qu'on appelle l'état d'un Bouddha, où l'esprit est totalement, complètement développé au maximum, une sagesse qui connaît tout sans aucune limite. Une sagesse qui est combinée avec la compassion, la bodhicitta, même pour un Bouddha. Donc la combinaison de compassion et sagesse qui est l'instrument parfait pour aider tous les êtres à se libérer de la souffrance. Donc, on dédie tous les efforts qu'on a fait ce week-end pour obtenir l'éveil, pour pouvoir réellement bénéficier à tous les êtres. On peut aussi le dédier pour la paix dans le monde, pour l'élimination de tous les conflits, de tous les problèmes mentaux, pour que les enseignements continuent à être vivants, dynamiques, pour la longue vie de tous nos maîtres aussi. Et pour toute autre chose que l'on veut dédier. Et on va donc réciter les dédicaces. Donc on va faire le mandala. Tibétain ou français? Français. Cette terre, ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Idam Guru Radna Mandalakam Niyatayami. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Joyau qui exauce tous les souhaits, source de tout bienfait, de tout bonheur de ce monde, Tenzin Gyatso, dont la bienveillance est incomparable, puissent vos nobles souhaits s'accomplir spontanément. Sauveur des enseignements du pays des neiges et des êtres transmigrants, qui rend extrêmement claire la voie de l'unification, de la vacuité et de la compassion. À celui qui tient le lotus, Seigneur Tenzin Gyatso, je fais cette requête. Puissent tous vos souhaits sacrés s'accomplir spontanément. Puisse la vie du Maître glorieux être longue et stable. Puissent tous les êtres aussi infinis que l'espace avoir le bonheur. Puissions-nous, moi et les autres sans exception, accumuler des mérites et purifier les négativités. Et puissons-nous être bénis afin d'atteindre rapidement la bouddhéité. Et voilà.